Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Télésud. C'est l'heure des mots et débats. Merci de votre fidélité. L'invité du jour, il est d'origine martiniquaise. Il a été enseignant dans le primaire et le supérieur avant d'entreprendre des études de psychologie qui le conduiront à la formation des adultes. Il est l'auteur notamment de L'enfant imaginé, proverbe créole en temps longtemps, et puis aussi la médiation. Martin Moriol, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous, Martin Moriol. Alors, votre nouveau livre vient de paraître. Il s'agit de Histoire d'école aux éditions Orphi. Eh bien, commençons tout de suite la première partie d'émission au fil des pages. Martin Moriol, dans votre avant-propos, vous faites référence à Danton. Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. Que vous inspire cette phrase? C'était lors d'un discours, c'est ça, de Danton, d'un discours civique. Pourquoi avoir pris cette phrase de Danton? C'est une question très difficile. Danton, c'est, sur le plan historique, c'est quelqu'un que j'ai mis souvent en parallèle avec Robespierre. Oui. Co-auteur de la Révolution de 1789. Et j'ai pensé qu'il était issu du peuple, puisqu'il combattait pour la libération du peuple. Et chez nous, en Martinique, on a souvent associé pauvreté et ignorance, ce qui n'est pas toujours vrai. J'ai connu des personnes qui n'avaient pas beaucoup d'instruction, mais qui avaient une intelligence remarquable et qui s'en sortaient très bien dans la vie, mais qui devaient quand même se battre pour gagner leur vie, pour gagner leur pain. Le gagne-pain, c'est le travail. Voilà. Donc, cette phrase m'avait déjà marqué, impressionné quand je l'ai découverte en lisant Danton. Alors voilà, je lui ai donné sa place dans ce livre. Au début de votre roman ou de votre récit, vous nous parlez de Maman-C. Vous écrivez « Ce temps passé à l'école, Maman-C fut pour moi comme une propédeutique qui me préparait à entrer dans la grande école. » C'est moi qui écris. Oui. Oui, effectivement, Maman-C, c'était le diminutif de son prénom Céline. Et le passage chez cette vieille dame, parce que dans mon souvenir, elle était déjà quand même une personne assez âgée. Et je crois que j'ai vraiment commencé mon destin, si je puis dire, d'écolier, depuis le début jusqu'à la fin, à partir de ma rencontre avec Maman-C, qui était très catho, ce que l'on appelait chez nous le ravet d'église, ravette l'église. Et il y avait une phrase qui était inscrite au tableau que nous devions réciter chaque matin, lire ou réciter chaque matin. C'est à l'école que l'enfant apprend à lire, à compter, à devenir sage et aimant. Je suis heureux d'aller à l'école. Et c'est vrai que j'étais heureux d'aller à l'école. Votre histoire donc se déroule en Martinique. Nous sommes dans les années 50, 60. Et c'est à travers le petit François, voilà, que vous narrez votre vécu en tant qu'écolier dans une école primaire. Alors François est plutôt considéré comme un élève précoce. Et puis il aime aussi apprendre les poèmes, les chants. On a l'impression que c'est cela qui lui a donné envie justement d'enseigner. Les poèmes, les chants, c'était d'apprendre aussi cette langue française. C'est bien cela? Alors, c'est à partir du moment où je suis entré à l'école laïque, j'ai eu quelques instituteurs qui m'ont vraiment marqué, dont un qui, malheureusement,
n'a pas pu poursuivre l'année scolaire. On nous a dit qu'il est parti en cours d'année parce qu'il était appelé à faire son service militaire. Mais moi, j'ai toujours pensé, et je crois que je l'écris, que c'est plutôt parce qu'il courtisait la fille du directeur, oui, et que ça n'a pas plu, oui, au directeur, et il l'a fait muter. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que le livre de morale et d'instruction civique, dans lequel il tirait chaque matin une histoire qu'il nous racontait, en partant, il m'a dit « Mauriol, je te laisse le livre, tu en prendras soin. » J'étais, comme on dit ici quelquefois, j'étais estébécoué. Ah, comment se fait-il que cet instituteur que j'aimais beaucoup, Edmond, son prénom, Edmond Hogarth, de son nom de famille, vous voyez, la mémoire me fait défaut quelquefois, mais il y a des choses. Donc, comment se fait-il que cet instituteur, j'étais partagé entre la tristesse liée à son départ et l'étonnement qu'il me laisse, et le plaisir, la fierté, parce que ça a provoqué forcément de la jalousie dans le reste de la classe. Bien sûr. Voilà. Il y a par exemple des chants qu'il fallait chanter justement à cette époque. Alors vous adoriez quand vous étiez enfant « Fuyons la paresse » ou alors « Le drapeau de l'école laïque ». Cela vous faisait comme une sorte de patriote républicain? J'en ai les larmes aux yeux de vous entendre dire cela. Oui. Mais je croyais, peut-être que je ne l'ai pas cité, peut-être que je l'ai cité, il nous avait appris une chanson, « Le gars Pierre est parti pour la guerre ». Et quand il est parti, il nous a quittés, j'ai repensé à ça, je me suis dit, peut-être qu'il est parti à la guerre et qu'il ne reviendra pas. Le gars Pierre est parti pour la guerre, le matin d'un beau jour de printemps. Il avait une allure si fière qu'il partit comme un homme en chantant. Et il chante ensuite à la Marie qu'il quitte. C'est pourquoi je vous dis, j'avais fait le lien entre Edmond Hogarth et la fille du directeur. T'en fais pas, la Marie, t'es jolie. T'en fais pas, la Marie, je reviendrai. Nous aurons du bonheur plein la vie. T'en fais pas, la Marie, je reviendrai. Je devais avoir 7 ans. Ouais. Et ça vous reste encore? J'en ai 78. Ah, je ne pensais pas, oui, d'accord. Alors, le petit François n'aime pas qu'aller à l'école, hein. Il aime aussi danser. Alors, expliquez-nous pourquoi ces danses, alors ça s'appelle le lagia et le dormier, étaient interdites. C'était des danses outrageantes? Le lagia, c'est un dérivé d'une danse qui s'appelle le bel air. Oui. Parce que le bel air, ça se danse. Ma femme qui est métropolitaine, qui est auvergnate, elle danse le bel air. Oui. Nous faisons partie d'une association antillaise et elle danse le bel air. Je lui avais appris. Mais le lagia, c'est le bel air au combat. C'est deux adversaires qui s'affrontent. Et ça peut se terminer par la mort de l'un d'entre eux. Donc, dans l'esprit de ma grand-mère, qui pourtant était une personne de la campagne, le lagia, c'était une danse de vieux nègre. Oui. Vieux nègre, ça veut dire racaille. Oui. On pourrait dire. Voilà, donc... le petit François, qui est le frère jumeau de Martin à cette époque-là, ne pouvait danser le lagia qu'à l'école. Qu'à l'école, oui. Oh, à l'école, c'était interdit aussi. Oui. Alors, toujours, le petit François donc, a un camarade qui s'appelle Gontran, il a 9 ans.
Et c'est là que vous faites entrer ce personnage. C'est un psychologue, c'est un premier psychologue scolaire de la Martinique, qui s'appelle Max Caristan. Oui. Et cet homme va sauver Gontran Oui. du naufrage scolaire. Alors, effectivement, une bonne partie de mon destin va se jouer à partir de la venue de ce psychologue scolaire dans une école de la Martinique où j'enseignais, dans un quartier qui s'appelle Gondou, au Lamentin. C'est un quartier du Lamentin, Gondou. Et là, c'est une histoire vraie d'un enfant qui avait du mal à suivre. Et moi, j'ai vu arriver ce grand monsieur avec sa sacoche, là, etc. Et venir prendre le petit Gontran dans la classe et aller avec lui. Bon, déjà, ça nous intriguait tous. Qu'est-ce qu'il veut faire avec lui? Oui. Voilà, pourquoi? Puisque pour nous, Gontran, c'était parasite, quoi. Oui. Oui, un cancre. Et un cancre. Bon, nous ne savions pas à l'époque faire la différence entre ceux qui étaient doués, ceux qui n'étaient pas doués, etc., quoi. Et donc, après qu'il ait reçu Gontran et qu'il lui ait fait passer tous les tests, je suis allé le trouver moi, parce que j'étais intrigué, ou à une pause, et lui demander qui il est, qu'est-ce qu'il a fait avec cet élève dont je ne peux rien faire. Et il m'a expliqué qu'il lui a fait passer des tests. C'est quoi des tests? Je ne connaissais pas à l'époque. Il lui a fait passer des tests pour évaluer son intelligence, pour évaluer sa capacité à comprendre ce qu'on lui disait, etc. Et à ma grande surprise, alors ça c'est la réalité, vraiment, peu de temps après cet examen psychologique, j'ai vu changer cet enfant. Il s'est mis à s'intéresser à l'école, à travailler, etc. Ah, ça m'a marqué. Je me suis dit, eh bien, peut-être qu'un jour, moi aussi, je deviendrai psychologue scolaire. Ce que j'ai fait. Et ce que vous avez fait, voilà, psychologue scolaire. Et justement, François, alors c'est toujours vous, hein, François, même si vous êtes Martin Moriol dans la vraie vie, ce François, justement, va comprendre que la psychologie est importante pour faire grandir, pour enseigner, pour inculquer des choses aux enfants. Et là, vous allez utiliser la méthode Freinet. C'est quoi cette méthode? Alors, la méthode Freinet, c'est la méthode du texte libre, c'est-à-dire, et qui fait appel à l'imagination, à l'imaginaire de l'enfant. Parce que dans la tradition scolaire, on avait des textes à apprendre, on avait des récitations, on avait des calculs, etc. L'enfant était contraint à se couler dans ces différents moules. Avec la méthode Freinet, c'est la créativité de l'enfant qui s'exprime. On demande à chaque enfant d'imaginer une histoire. On ne s'occupe pas dans un premier temps des fautes. Ce qui compte, c'est l'imaginaire, que l'enfant puisse s'exprimer. Voilà. Et après, dans un deuxième temps, nous corrigeons. Et la démarche du texte libre à l'école, c'est la mise, pas en compétition, mais en compétence des différents textes. Tiens, un tel a écrit tel texte, il va venir le lire devant toute la classe. Un tel va venir lire le sien, etc. Et l'instituteur ou l'institutrice va demander, d'après vous, quel est le meilleur texte? Et justifier votre réponse. C'est pas faire préférence, comme on disait chez nous. C'est pas faire préférence parce qu'il a une belle tête, parce qu'il parle bien, etc. C'est que d'abord, il a des choses dans la tête, il a des choses dans le cœur, et il les exprime dans un premier temps de façon naturelle. Et après, l'instituteur revient, il dit, bon, bien, oui, là c'est bien tourné, là c'est moins bien tourné, etc. Tu aurais dû dire plutôt comme ça. Et nous passons à la dernière étape qui est corriger les fautes. Oui. Alors quand une inspectrice arrive pour vous inspecter, comme ce fut le cas, et qu'elle voit ce grand chambardement autour des textes libres, dans un premier temps, et alors je vais vous confier quelque chose qui est très récent.
Madame Lévy-Pierre Charles, qui était l'inspectrice, qui était mon inspectrice, dès que le livre est paru, je lui ai envoyé un exemplaire. Elle m'a répondu tout de suite avec une carte me disant « Ce livre mérite d'être mis en film. » Oui. Voilà. Alors, autre chose, Martin Moriol, il y a une relation aussi maître-élève. Je suppose que vous avez vu toute cette évolution, cette façon d'enseigner, d'inculquer. Souvent, à votre époque, les enseignants étaient très difficiles. Ils avaient la main légère ou la main lourde. La main lourde. Ils tapaient facilement un élève. C'était un coup de cravache ou un coup de ceinture. C'était terrifiant. C'était C'est un moyen, c'est terrifiant. On ne peut pas apprendre de cette manière. Non. Eh bien, j'avais commencé, puisque c'est comme ça que j'avais été, dans un premier temps, formé. Et puis, un jour, j'ai pris conscience que, de même que moi, j'avais peur des coups, les enfants, parmi eux, il y en a qui ont peur des coups pareils. Et comment, je me suis posé la question, comment entraîner un enfant à apprendre autrement que par la contrainte, la peur, etc. Et un jour, je crois que je le dis dans le livre, j'ai pris mon bâton, lorsque j'ai découvert la méthode Freinet, j'ai pris mon bâton, je lui ai dit aujourd'hui c'est fini, c'est vrai. Plus de coups. Je le casse en plusieurs morceaux. Et un collègue qui avait, ça c'était au cours moyen deuxième année, j'avais le cours moyen deuxième année, notre en sixième. Et mon collègue à côté, à la récréation, un jour, il me dit, mais Moriol, je n'entends plus crier tes élèves, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, parce que je ne les frappe plus. Et il m'a dit texto ceci, en créole, messieurs, si tu ne frappes pas ces petits animaux, tu n'obtiendras rien du tout. À la fin de l'année scolaire, c'est 0 succès. Je dis, on verra bien. Oui. J'ai mon idée derrière la tête. Et nous, il avait son cours moyen, j'avais le mien. Il y a une petite différence de 2 élèves entre nous. Oui. Et d'ailleurs, grâce à votre méthode d'enseignement, il y avait une sorte de concours. Et d'ailleurs, cette classe a réussi. Il n'y a eu que 2 élèves qui n'avaient pas eu le diplôme, le certificat d'études. L'examen d'entrée en sixième. L'examen des bourses, on appelle ça l'examen des bourses. Voilà. Je n'ai pas, c'était pas la fin d'études, c'est le cours moyen deuxième année, avec l'entrée en sixième au bout. Et pour certains, l'espoir d'aller au lycée, parce qu'en Martinique, à l'époque, il n'y avait qu'un seul lycée pour les 32 communes. C'était le lycée Schellcher. Le lycée Schellcher. Et il fallait être brillant, il fallait être parmi les premiers. Et donc, il y en a parmi ces enfants de la campagne qui, selon moi, méritaient d'aller au lycée Schellcher. Mais il y avait cette barrière, on préférait prendre en priorité les enfants de professeurs, instituteurs, pas ceux dont les parents faisaient partie de la plèbe. Oui, vous expliquez aussi, c'est vrai, il y avait la crainte de ces enfants. On disait, mais on est sûr de ne pas être pris parce que la condition sociale de nos parents, voilà, ne nous permettent pas, les conditions ne nous permettent pas d'entrer, voilà, d'intégrer le lycée Schellcher. C'était terrible. C'était terrible. Eh bien, dans le prochain livre que je suis en train de relire le manuscrit, qui est déjà accepté par l'Harmattan, eh bien, nous allons assister à l'ascension d'un petit Martiniquais qui deviendra quelqu'un de très important. Très bien, ça je demande à voir et à suivre. La prodigieuse ascension de X. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Martin Moriol pour cette première partie d'émission. Nous allons passer tout de suite à Carte sur table. Martin Moriol, pour Carte sur table, alors comme je l'ai dit précédemment, vous êtes formateur auprès d'adultes. Alors ça veut dire quoi? Vous leur enseignez quoi? J'ai envie de mettre le mot enseigner de côté et remplacer par être, les aider à être, à se positionner autrement en tant que détenteur de savoir. Car les enfants
ont aussi du savoir, ils ont aussi des connaissances. Et j'ai envie de dire, malheureusement, dans bien des cas, ce savoir enfantin est mis de côté et on plaque le savoir adulte. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, puisque moi, si je suis sorti de ma condition sociale et passé à un autre stade, c'est grâce à la fois à maman C et à ma grand-mère qui n'a jamais fait un jour d'école, qui m'interdisait de parler créole. C'est pourquoi mon premier livre a été un hommage que je lui ai fait. On va justement parler. Voilà. Donc, il y avait cette difficulté. Donc, la première des choses, et je crois que toute la formation tourne autour de ça, toutes les formations que j'ai faites tourner autour de ça, apprendre à écouter l'enfant qu'on a devant soi, apprendre à écouter les élèves que nous avons, au lieu de considérer que ils sont nuls, ils connaissent rien du tout, on leur fait du bourrage de crâne. Oui. Voilà, c'était ça le premier objectif. Et même quand je me suis engagé dans la formation de cadres et dirigeants, parce que j'ai même enseigné à l'ENA, que M. Macron veut fermer, École nationale d'administration. J'ai enseigné avec d'autres collègues l'art de communiquer, car communiquer, c'est un art. C'est donné d'emblée à certaines personnes, d'autres personnes ont besoin de découvrir et mettre en pratique. Donc presque toutes les formations que j'ai faites tournaient autour de la communication. Écouter et s'exprimer, les deux pôles. Ce que nous sommes en train de faire. Alors justement, vous m'avez présenté votre livre. Il y a 2 livres qui ont été consacrés aux proverbes créoles. Alors, il y a 2 choses. Alors, pourquoi revenir sur ces proverbes créoles? Et ma deuxième question, il ne faut pas que je l'oublie d'ailleurs, c'est est-ce que le créole n'annihile pas, inhibe ou empêche l'apprentissage du bon français, de la grammaire ou de l'orthographe française? C'est ce qu'on n'a pas cessé de nous dire. Si tu parles créole, ça va t'empêcher de parler français. Alors, ma grand-mère, encore une fois, qui m'a élevé, n'a jamais fait un jour d'école. C'était une femme de la campagne qui a dû très tôt s'occuper de ses frères et sœurs qui étaient nombreux. Et donc, ma grand-mère, à partir du moment où elle m'a recueilli avec une de mes sœurs, elle a décidé qu'elle ferait de moi un monsieur. Et pour elle, ça voulait dire énormément, un monsieur. Alors, depuis, j'ai complété sa pensée en disant un monsieur de la ville, un monsieur comme il faut. C'était un monsieur. Et donc, interdiction de parler créole. Je ne parlais pas créole à la maison parce qu'il y avait la cravache, les coups de bâton, les coups de ceinture, mais je parlais créole à l'école avec mes petits copains, quoi. Parce que parfois, quand je voulais parler créole, ils se moquaient de moi parce que je ne savais pas. Oui. Je voyais, par les jours de pluie, je voyais un ver de terre qui courait là comme ça. Je disais, ah, en verdité. Ils éclataient de rire. Martin, c'est en verdité. Ils disaient pas en verdité. Alors, vous imaginez le ridicule pour moi, un petit Martiniquais qui ne sait pas parler créole. Donc, j'ai vécu avec ça en faisant semblant de ne pas parler créole. Et puis un jour, nous avions à la maison une jeune amie qui me dit « Martin, chaque fois que tu parles, tu commences en disant « comme disait ma grand-mère » et tu cites ta grand-mère. Et souvent, tu cites des proverbes qu'elle utilisait, donc des proverbes créoles. Oui. Pourquoi ne pas écrire un livre de proverbes? C'est comme si elle m'avait versé un seau d'eau sur la tête. J'ai lu un livre, en plus en créole, de proverbes. Oui, les proverbes, je les ai là dans ma tête, mais je ne savais pas écrire créole non plus. Oui. Il y a le parler, mais il y a l'écrire aussi. Oui. Alors, ce livre, je l'ai écrit en quelle année? Je ne me souviens plus. Il me semble que c'est 2009. Proverbe créole en temps l'autre. Ouais. Et cette amie, je lui ai dit, mais Véronique,
tu crois que je pourrais écrire un livre? Mais tu n'arrêtes pas de citer ta grand-mère. Dit, Comme voilà disait la ma phrase. grand-mère, ouais. Comme disait ma grand-mère, et chaque fois. Et donc, je me suis mis au travail, j'ai commencé à écrire comme ça venait. Et puis, avec l'aide de ma secrétaire et épouse, que je remercie, Janine, mon épouse et secrétaire, sans qui ce manuscrit aurait pu rester à l'état de manuscrit. Voilà. Donc, j'ai écrit les choses comme ça venait. Et comme elle, toute lozérienne qu'elle est, a appris à parler le créole en allant en Martinique, et bien donc, elle m'a aidé à mettre ce livre en forme. Voilà l'histoire. Proverbe créole en temps longtemps, c'est-à-dire proverbe créole d'autrefois. Et en sous-titre, comme disait ma grand-mère. Merci. Demandez-moi un proverbe créole que je sais. Allez-y, n'importe quel proverbe qui vous vient à l'esprit. Ravette pas jamais ni raison d'ouvant poule. Ravette, c'est le nom qu'on donne au cafard. Un cafard n'a jamais raison devant une poule. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Eh bien, parce que dans les maisons, disons, un peu insalubres, ou les maisons de campagne, etc., les ravets, c'est-à-dire les cafards, ils sortent le soir, et au petit matin, il y en a qui sont égarés, aveuglés par le jour et continuent à chercher leur chemin. Et s'il y a une poule en liberté qui passe par là, un coup de bec et c'est avalé. Un cafard n'a jamais raison devant une poule parce que la poule le bouffe. D'accord. Alors ça, c'est le sens littéral. Mais l'extrapolation, si je puis dire, c'est que un pauvre, un malheureux n'a jamais raison devant un riche. Le malheureux, c'est le cafard. Et le riche, c'est la poule. Coup de bec. Avec pas chemin ni raison devant poule. Merci beaucoup, Martin Moriol. Et nous allons passer, parce que l'émission touche à sa fin, nous allons passer à la dernière partie, le coup de cœur. Martin Moriol, pour la dernière partie de l'émission, le coup de cœur, il y a un livre qui vous a ému, bouleversé. Quel est donc ce titre et quel est donc l'auteur? L'auteur, c'est Henriette Chardac. Oui, parce que dans ce livre, je découvre un autre François Ier que celui pour lequel j'avais une telle admiration parce que c'était la sœur, hein, Marguerite. Marguerite de Navarre, ça y est, c'est revenu. Elle m'a apporté, à la fois par rapport à François Ier, mais aussi par rapport à cette bataille entre catholiques et protestants. D'ailleurs, là, je suis en train de lire un autre livre de Saint François de Sales, mon saint patron, qui reprend il ne reprend pas. On parle également de la bataille entre protestants et catholiques au XVe, XVIe siècle, parce que avec Martin Luther, avec Martin Luther, c'était le protestantisme avait une place très importante, et en même temps, François Ier, catholique, etc., voulait. Donc, voilà, donc j'ai découvert un autre François Ier que celui que j'admirais, qui était à la tête de mon lit. Depuis que j'ai lu ce livre, je l'ai enlevé de là. Parce qu'il a commis vraiment beaucoup d'horreurs et beaucoup de gens étaient... Il a fait brûler, tuer beaucoup de gens parce que les gens n'étaient pas de son avis. L'intolérance, ça c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter. Oui, j'imagine, oui. Merci beaucoup, Martin Moriol, de nous avoir présenté donc, votre coup de cœur. Et puis aussi, on vous a accueilli dans notre plateau à Télésud parce que vous avez un nouveau roman qui est paru, donc, qui s'intitule « Histoire d'école » aux éditions Orphie. Merci beaucoup, Martin Moriol. Merci à vous de m'avoir reçu. Et quant à vous, mes chers complices, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci de votre fidélité si précieuse. Au revoir et à bientôt.